Bienvenue sur Be My Side, le podcast filmé de Beside Me où on parle sans filtre d'amour, de bien-être, de relations humaines. C'est vrai qu'on vit dans un monde où tout va vite, les gens se consomment, se rencontrent, se jettent presque aussi vite. Finalement, un monde où l'amour semble de plus en plus dur à trouver. Et l'objectif de ce podcast, c'est justement d'explorer ensemble comment parvenir à créer des relations peut-être plus durables, plus saines et plus épanouissantes. Pour ce 4e épisode, on a la chance de recevoir Sandy Kaufman, qui est coach de vie spécialisée en amour et dont la particularité repose sur son approche psychocorporelle. Ça va être la grande thématique de ce podcast, à savoir quel est l'impact de notre corps, de nos blessures du passé et de notre système nerveux sur nos relations amoureuses. Sandy, bienvenue. Bonjour, merci pour l'invitation. Je me réjouis de parler de ce sujet qui me tient beaucoup à cœur. Écoute, pour commencer, ce que je te propose, c'est que tu nous parles un petit peu de ton parcours, de ce qui t'a poussé à te tourner vers l'amour, le corps, et que tu commences brièvement à nous expliquer cette fameuse approche psychocorporelle. On t'écoute. Oui, en fait, je suis devenue coach dans le domaine où j'ai le plus galéré. J'ai répété en fait un schéma assez sympa pendant 7 ans, le schéma de la trahison. Donc, mes partenaires me quittaient à chaque fois pour une autre personne. Et bien sûr, au début, je me suis dit, un de perdu, 10 de retrouvé. Mais quand ça commençait à se répéter, honnêtement, je me suis vraiment remise en question. Je me suis dit, OK, est-ce que dans ma manière de faire, il y a des choses qui ne vont pas? Est-ce que je suis pas assez exigeante ou au contraire trop exigeante? Comment ça se passe au niveau de ma communication, etc. Et bien sûr, je voyais des améliorations, en fait. Quand je changeais mon approche, il y avait des choses qui s'amélioraient, mais le résultat final, c'était toujours le même. Et j'avais bien conscience que le divorce de mes parents avait certainement influencé ma vision de l'amour. Mes parents ont divorcé quand j'avais 3 ans et demi. Oui. C'était pas forcément très diplomatique, mais cette prise de conscience-là, en fait, ne m'aidait pas non plus à changer mes résultats. Et ce que je remarquais, c'est que plus je répétais ce schéma, plus je ressentais énormément d'insécurité en moi. Et au bout de la 5e, 6e fois qu'on m'avait quittée, mon partenaire arrêtait de répondre au téléphone de manière régulière. C'était la panique. J'avais la boule au ventre, j'avais vraiment comme une forme d'anxiété. Oui. Et je voyais que c'était des réactions du corps. Je voyais que je n'étais dans cet état-là pas capable de réfléchir rationnellement parce que mon partenaire pouvait être au travail. Oui, il n'y a pas de raison apparente. Il n'y avait à chaque pas fois. forcément une vraie raison et que ça venait en fait de cette répétition. Et naturellement, en fait, à cause de ces fortes réactions émotionnelles, j'ai cherché pour moi des approches qui passaient par le corps. Et quand j'ai découvert les approches que je pratique maintenant, ça a été la révolution en fait, parce que ça a vraiment désactivé ces fortes réactions que j'avais. Et bien sûr, c'était après beaucoup plus facile de rentrer en relation. Et quand j'ai travaillé sur mon dernier schéma, j'ai rencontré mon mari il y a de cela maintenant 15 ans. Ok, donc c'est hyper intéressant. Ça veut dire que c'est vraiment partie d'une expérience personnelle et c'est ça qui t'a donné envie d'aider les autres, de transmettre, d'accompagner. Oui, j'ai vraiment, quand j'ai voulu me réorienter dans le coaching, en fait, je me suis dit, mais qu'est-ce qui, moi, a changé ma vie? Et comme tu l'as dit, pour moi, la qualité de notre vie, c'est la qualité de nos relations. Honnêtement, je pense si je n'avais pas fait ce travail, j'aurais pas rencontré mon mari, j'aurais pas la qualité de relation que j'ai maintenant. Et tout ce travail-là, ça s'est aussi répercuté dans mes amitiés, au travail. Donc, Relation au sens large. les relations au sens large, pour moi, c'est ça qui fait qu'on a une vie heureuse. À la fin, c'est ce qui reste. Hein. C'est vrai, je suis d'accord, je te rejoins. Et du coup, donc tout cet apprentissage, parce que tu as commencé à chercher, à essayer de comprendre, comment est-ce que ça s'est fait? C'est une formation que tu as passée, tu as beaucoup lu, j'imagine. Oui, alors je me suis formée à plusieurs approches psychocorporelles. Une approche, j'ai eu 3 ans de formation, 100 heures de cas pratiques. J'ai dû faire Oui. 150 heures d'anatomie-pathologie. Donc, c'est une formation qui était même reconnue par les caisses maladies en Suisse. Les autres formations, en fait, je suis formée au breathwork, je suis formée à vraiment beaucoup d'approches différentes.
Et en fait, en accompagnant les personnes, j'ai fait évoluer mes approches et toujours dans le but d'être le plus efficace possible. C'est d'ailleurs ce que j'explique un petit peu dans le livre, en fait. Parce que du coup, j'ai eu la chance de recevoir le livre que Sandy Kaufman a écrit, qui s'appelle S'ouvrir à l'amour. Et en fait, le but du podcast aussi, ça va être de commencer à avoir un avant-goût de tout cet ouvrage que moi j'ai commencé à lire et que je trouve absolument génial. Donc en espérant que ça vous donne envie de le commander également. Sandy, ce que je te propose, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, c'est de jouer à un petit jeu qui est vrai ou faux. Donc il n'y a pas de piège normalement. Donc c'est parti. C'est parti. Alors, l'amour est avant tout une affaire de chimie entre deux personnes. Vrai et faux. On choisit toujours inconsciemment des partenaires qui activent nos blessures. Vrai. Ton système nerveux peut saboter une belle relation sans que tu t'en rendes compte. Double vrai. Si je suis anxieux ou jaloux, c'est juste que je manque de confiance en moi. Faux. On a tellement envie de savoir à chaque fois pourquoi. Guérir en amour, c'est une question de volonté. Faux. Il faut régler ses traumas pour espérer vivre une relation saine. Vrai et faux. Je suis l'unique cause de mes insécurités, mon partenaire n'a rien à voir là-dedans. Faux. Le temps guérit toutes les blessures. Double faux. En amour, s'il y a un doute, il n'y a pas de doute. Faux. Faux, ok. Est-ce que parmi toutes ces questions, il y en a une que tu as envie qu'on développe là tout de suite? Laquelle tu aimerais que je développe? C'est intéressant. Alors, on choisit toujours inconsciemment des partenaires qui activent nos blessures. Tu as répondu oui à cette question. Ouais. Ça va nous permettre d'embrayer un petit peu sur toute la partie corporelle, système nerveux, etc. Oui. Alors, ce qui fait qu'on a des papillons dans le ventre, qu'on ressent cette attirance pour quelqu'un, ça vient pas de nulle part, parce qu'il y a des très belles personnes sur qui on va pas flasher, et d'autres, on ne sait pas pourquoi, ça génère quelque chose en nous. Et ce système, il va au-delà en fait de notre cerveau rationnel, il est dirigé par notre système nerveux. Donc grâce à nos phéromones, on va avoir ces papillons qui sont activés sur la base de deux principes. Le premier, on va être automatiquement attiré par quelqu'un qui a un patrimoine génétique qui est complémentaire au nôtre. Ça, c'est pour des raisons de reproduction, si on a envie de faire des enfants. Et le deuxième, en fait, on va automatiquement, inconsciemment choisir des personnes qui correspondent au modèle que l'on connaît. Et ces modèles que l'on connaît, ils se sont inscrits et ancrés dans notre système nerveux. Donc pour toutes les personnes qui ont le sentiment, mais je ne comprends pas pourquoi je rencontre des personnes indisponibles, ou c'est toujours des personnes qui sont indécises, qui ne savent pas ce qu'elles veulent, en fait, ça veut simplement dire que quelque part dans leur base de données, et on pourra peut-être en parler comment elle se construit, cette base de données, elles ont enregistré que l'amour égale indisponibilité, ou que l'amour égale une fois c'est oui, une fois c'est non. Et ce qui permet finalement à une personne d'identifier, ok, est-ce que j'ai peut-être finalement des modèles de mon passé qui font que je répète? Eh bien, c'est nos résultats en amour. Regardez vos 3-4 dernières relations, posez-vous la question, ok, quel est le schéma qui me semble qui se répète? Et en fonction de ça, ça peut être une première piste pour aller creuser dans le passé. Ok, qu'est-ce que je répète de mon passé? Est-ce que c'est la relation avec ma mère? Est-ce que c'est la relation avec mon père? Est-ce que j'avais peut-être du mobbing à l'école, des choses comme ça? Tout ça, cette base de données relationnelle, elle va nous faire être attirés par certaines personnes dans le but de dépasser ces blessures. D'accord. Donc en fait, c'est un message qui nous est envoyé pour justement réussir à surmonter une répétition qu'on va rencontrer éternellement si on ne prend pas un peu le taureau par les cornes. Exactement. En fait, c'est pour ça que le temps ne guérit pas, parce que c'est ancré dans notre système nerveux. Pour déprogrammer quelque chose qui a été programmé, il faut aller creuser dans son passé. Il faut aller creuser sur quels ont été nos automatismes en relation. L'attachement pour un enfant, c'est tellement essentiel à notre survie que les mécanismes qu'on a adoptés avec nos parents, avec les personnes qui s'occupaient de nous, ils sont inscrits dans notre système de survie, notre système nerveux, et donc ils
ils interviennent de manière automatique. Je te donne un exemple. Par exemple, si quelqu'un, en tant qu'enfant, a été beaucoup récompensé sur la base de ses performances, eh bien, il va avoir automatiquement la tendance, en relation, de faire... Des cadeaux. Pas forcément des cadeaux, mais vraiment peut-être de faire plus d'efforts, Ouais. de s'investir plus, de s'adapter plus pour faire plaisir à l'autre, pour montrer que il mérite d'être aimé. Et des fois, ces mécanismes, ça peut exactement faire l'effet inverse. Parce que en début de relation, on construit une relation et Ça peut ça paraître too demande much. Ouais. un investissement mutuel et puis à la hauteur de la construction de la relation. Ok, donc tu as parlé donc, du rôle finalement des parents dans cette construction et dans cette mémoire corporelle qu'on a. Il y a les parents, il y a quoi d'autre? Il y a toutes les interactions avec notre environnement. Donc, comment ça se construit finalement? Quand un bébé naît, donc on a un système nerveux qui est en place, et notamment la partie automatique, le système nerveux autonome. C'est la partie en fait qui enregistre toutes nos réactions de survie. Donc par exemple, quand on respire, on ne dit pas à notre cerveau « attention, pense à respirer », ça se fait de manière automatique. Tout ça, c'est enregistré dans notre système nerveux autonome. Si un ours se présente à nous, on va soit rester stoïque, soit on va partir en courant. Ça, c'est une réponse de protection. C'est aussi enregistré dans notre système nerveux autonome. Et également, dans cette partie-là, on a notre capacité d'engagement social. D'accord. Cette capacité d'engagement social, ce n'est pas quelque chose dans la tête, c'est vraiment physiologique. Et c'est quelque chose qui se construit à la naissance. La branche vagale ventrale, en fait, de notre nerf vague va se construire dans l'interaction qu'on a avec notre environnement. Okay. Donc, avec nos parents, ça peut être aussi selon la naissance qu'on a eue. Si on a eu une naissance difficile, eh bien, on peut enregistrer quelque chose comme « le monde est dangereux, il faut vraiment être hyper vigilant ». Selon les interactions qu'on a eues à l'école, si on a été mobé, moqué, critiqué, ça peut avoir un impact. Oui. Si on a eu des interventions médicales, ça peut aussi avoir un impact. Et toutes ces interactions, en fait, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont permettre à notre système de survie de déterminer ça, c'est la sécurité, ça, c'est l'insécurité. Et là où ça commence à poser problème, c'est si on a enregistré des mécanismes dysfonctionnels, où par exemple, on a appris que pour être aimé, il faut se suradapter. Pour être aimé, il faut accepter la critique. Pour être aimé, il ne faut pas exprimer ses besoins, etc., etc. Par exemple, moi, à titre personnel, ça m'est déjà arrivé d'être dans des relations où tout se passait très bien. Et je sais pas pourquoi, j'avais une boule au ventre et je me sentais mal. Du coup, en fait, moi, ce que je comprends, c'est qu'il n'y a pas forcément une cause à effet. Et il va peut-être y avoir des situations qui n'ont rien à voir avec, je sais pas, un manque de respect ou autre, mais en fait, qui vont nous activer quelque chose chez nous. Oui. Comment ça se manifeste? Oui. Donc, une fois que tu t'es créé cette base de données de survie, il peut y avoir 3 mécanismes qui s'enclenchent. Soit tu es globalement dans un état d'insécurité, c'est-à-dire que tu as l'impression, même si la personne en face est bien, de toujours marcher sur des œufs en relation. Donc tu vas être vraiment, au moindre mini-signe, tu vas avoir une réaction. Donc c'est un peu comme un état permanent. L'état que tu viens de décrire, c'est ce qu'on appelle les surréactions émotionnelles. Il y a quelque chose qui a fait que ça a déclenché une insécurité en toi. Mais des fois, ça peut être quelque chose comme ton partenaire t'a un petit peu moins fait de bisous qu'avant, ou il t'a regardé peut-être un peu moins. Et si tu as eu un événement en lien avec ça, ça peut vraiment t'enclencher une réaction, alors que si tu regardes les faits, il n'y a pas de raison d'être inquiète. Et comprendre ça, déjà, je trouve que c'est un soulagement, parce qu'on se dit, mais moi, par exemple, quand quelqu'un ne me répondait pas au SMS et que je commençais à flipper, je
Je me disais, mais tu es folle, mais pourquoi tu réagis Tu te le dis, mais c'est plus fort que toi. C'est plus fort que toi et c'était pas dans ma tête. Je l'avais vraiment cette boule au ventre. Et en fait, c'est de comprendre, ok, ça a réactivé quelque chose de mon passé, ça se passe en mode automatique, au-delà de la volonté. Et l'idée, c'est d'aller recréer de la sécurité intérieure, de comprendre, ok, comment est-ce que là, je peux me soutenir? Et si on veut aller un petit peu plus loin, d'où est-ce que ça vient de mon passé et d'aller travailler ça à la racine, en fait. Et quand tu te disais que tu étais folle, est-ce que du coup, tu avais le réflexe d'en faire part à ton partenaire en disant je ressens ça, je sais pas pourquoi ça m'échappe, ou les gens ont plus tendance peut-être à le garder pour eux et à l'intérioriser? Ben, souvent, en fait, les personnes le gardent. Pourquoi? Parce que quand tu te sens en insécurité, physiologiquement, c'est comme si ton partenaire, c'était un ours. Donc Parfois, c'est le cas. Parfois, c'est le cas, mais dans ce cas-là, en fait, c'est difficile de s'ouvrir à la personne qui représente la source de danger. En fait, physiologiquement, quand tu es avec cette boule au ventre, c'est souvent une activation de l'état sympathique. Tu es dans la méfiance, en fait, où tu vas te dire « Ah, mais si je lui dis ça, il va me prendre pour une folle ou il va penser que j'ai un problème. » Et c'est très difficile d'y arriver sur le moment. C'est pour ça que, et c'est ce que je dis vraiment dans le livre, c'est la première étape, c'est de recréer de la sécurité intérieure. Ouais. Quand tu es dans un état de sécurité intérieure, tu peux être vulnérable. Si tu es en état de survie, tu ne peux pas être vulnérable. Et en effet, être capable de le communiquer à son partenaire, c'est ce que moi j'ai pu faire avec mon mari, mais j'avais créé cette sécurité intérieure en amont. Oui. Et ben c'est là où on peut recevoir l'aide de l'autre, et c'est aussi au travers de cette nouvelle relation, de ce nouveau lien, que tu peux guérir. Parce que tu vois, par exemple, quand mon mari, je lui ai dit, bah écoute, c'était assez vulnérable de lui dire, mais je lui ai dit que j'avais répété ce schéma pendant 7 ans et qu'il n'y avait aucune raison que je panique, mais que des fois ça m'arrivait. Et ben, il m'a accueilli les bras ouverts, il m'a dit « Ok, merci de me l'avoir dit, ça m'aide à comprendre un petit peu pourquoi tu te sens en insécurité. » Et c'est comme ça qu'on guérit. D'accord. Donc, en fait, parfois on dit qu'il y a des gens qui ont une volonté de s'auto-saboter, mais finalement, ils sont aussi victimes de choses qui leur échappent totalement. L'autosabotage, c'est l'activation de nos mécanismes de survie. Ce n'est pas du tout un manque de volonté. Vous ne faites pas exprès de réagir comme ça. Ce sont des automatismes. Bien sûr, on est toujours responsable de nos actions, mais de comprendre que c'est un automatisme et de savoir que essayer de se raisonner par la tête, ça ne marche pas, qu'il faut passer par le corps, je pense que ça donne beaucoup d'espoir. Et alors, du coup, on est tous curieux de se demander comment est-ce que tu accompagnes ces gens-là. Déjà, est-ce que les gens en ont conscience quand ils arrivent et qu'ils viennent te consulter? Alors, j'ai différentes personnes qui viennent. Souvent, j'ai des personnes qui viennent vers moi qui ont déjà fait une psychothérapie, qui ont vraiment conscience de leur schéma, qui ont conscience de leur auto-sabotage, qui ont même le lien de ça vient de la relation, ça vient de ma naissance, etc. Et les étapes, en fait, elles sont toujours les mêmes. La première étape, c'est d'aller identifier les schémas qui se répètent. Si on veut changer quelque chose, on a besoin de savoir qu'est-ce qui a besoin d'être changé. Et c'est ce qu'on fait, en fait, dans le livre. C'est vraiment un guide pour identifier ces schémas amoureux. Quand les personnes commencent un accompagnement avec moi, elles reçoivent un PDF, donc c'est presque 30 pages, hein, c'est quand même pas mal d'informations. Du travail de vacances. Ouais, voilà. Et le but, c'est de faire leur bilan relationnel, mais également d'identifier tout ce qui a pu déréguler leur système nerveux. Donc, tout ce qui a pu faire qu'elles se sentent en insécurité alors qu'il n'y a pas de raison de. C'est forcément pendant l'enfance ou c'est quelque chose qui peut aussi arriver pendant l'adolescence ou même à l'âge adulte? Oui, ça peut arriver à tout âge. Si l'événement a été un choc, par exemple, ça peut être une rupture difficile, ça peut être aussi un deuil. Si on a eu une relation qui était très toxique aussi, ça peut créer des nouveaux schémas. Mais on va dire que les 7 à 15 premières années de vie, c'est là où l'enfant qui n'a pas encore un cerveau rationnel développé
va se construire le plus cette base de données de survie. D'accord. Il y a plus de place, en fait. Il y a plus de potentiel, en fait, de choc parce que l'enfant n'est pas capable de prendre de la distance par rapport à un événement. Il y arrive seulement grâce à l'aide des parents. Et donc, si les parents ne remarquent pas, et j'ai un fils et je peux vous dire que j'essaye vraiment d'être le plus conscient de ça, mais ce n'est pas toujours évident. Donc, si vous êtes parent, vous ne vous sentez pas coupable de ça, mais vraiment de repérer quand notre enfant est dépassé, en fait, et d'essayer d'être le mât sûr qui apporte de la sécurité. Quand il n'y a pas eu ça, ça impacte potentiellement plus le système nerveux. À partir de 25 ans, notre cerveau rationnel est mature et on arrive un petit peu plus à se raisonner, dire oui, bon, alors c'est peut-être pas si grave que ça. Oui, on a plus de clairvoyance par moment. Et encore, je pense que ça dépend aussi de la sensibilité de chacun. Exactement, ça dépend. Plus on a un système nerveux dérégulé, plus le moindre petit événement va nous activer, va être un challenge pour nous, tout simplement parce qu'on a moins de capacité. Et donc, dans ce bilan, je pose vraiment l'angle système nerveux, l'angle relationnel. Ça va me permettre en fait d'identifier quels sont les 3 ou 4 schémas amoureux qui vraiment bloquent le plus la personne. Et dans ton quiz, en fait, tu disais, est-ce qu'il faut avoir réglé tous ces traumas avant de rentrer en relation ? Et ma réponse a été oui et non, parce que si je prends mon exemple personnel, les schémas que j'avais faisaient que je n'arrivais pas à rentrer dans une relation qui dure. Sur le long terme. Oui. Donc, j'enchaînais des relations de 3-4 mois, et ça se répétait, ça continuait, etc. Donc, dans mon cas personnel, j'avais besoin de travailler sur ces schémas en amont pour y arriver. Pour d'autres personnes, elles vont arriver à se mettre en relation, mais c'est au bout de 1 an, 2 ans, 3 ans que les schémas vont être un petit peu plus actifs. Donc il y a des cycles différents en fonction des individus. Oui, ça dépend de l'intensité de ton schéma, du schéma que tu as enregistré. Et un schéma se manifeste dans la rencontre, dans la construction de relations, où il va se manifester à la première crise de couple. Ah oui, en fait, comme il y a plein d'étapes, ça peut être au moment de l'engagement, ça peut être au moment, par exemple, d'emménager ensemble, ou juste pendant le flirt du début. Oui. C'est variable. Oui, pour te donner un exemple, j'ai eu une coachée qui a eu, à la naissance, donc après 9 mois, elle a vraiment eu une séparation en fait, de la mère à la naissance pour des raisons de santé. Et elle, dans ses schémas amoureux, toutes les relations après 9 mois, il se passait quelque chose. C'était vraiment la répétition du même scénario. Donc, c'était des formes de ghosting. La personne disparaissait soudainement. Et en fait, quand tu retraces son histoire, elle a été soudainement séparée de sa maman. Et c'est ce qui se répétait, en fait. Il paraît qu'on attire nos peurs. Qu'est-ce que tu en penses de ça ? C'est exactement, en fait, les modèles que l'on connaît. Ouais. Si on a enregistré que l'amour, c'est du danger, l'amour n'est pas sûr, eh bien, on va être attiré par ce modèle-là. Et on va même être acteur, visiblement. Et on va contribuer, bien sûr, à avoir peur. Moi, dans mon schéma, clairement, j'avais des comportements qui étaient toxiques. J'ai été un red flag. J'ai pas été toujours la victime. J'ai été aussi mon auto-bourreau et le bourreau de l'autre. Et des fois, je me suis rendu compte après coup que j'ai poussé aussi la personne à partir. C'était pas toujours la faute de l'autre. Dans ce retranchement, oui. Mm-hmm. Tu l'as justement dit, dans une relation, on est 2. Imaginons que moi, je fais tout ce travail pour essayer de faire mon bilan émotionnel, de me déprogrammer, comme on le disait, et que mon partenaire le fait pas. Est-ce que c'est voué à l'échec ? Non, parce que quand tu es dans un système, qui est le couple, si toi, tu changes de comportement, l'autre change. Alors, il peut y avoir 2 effets. Si tu t'es mis en relation avant de faire ce travail, peut-être que la conclusion, ça va être la personne qui est en face de moi, c'est plus ce que je recherche. Parce que j'ai évolué entre-temps. Parce que j'ai évolué entre-temps. Ça peut arriver. Ou alors, le fait d'avoir désactivé ce qui t'activait,
bah, tu es peut-être plus relax dans la relation, tu arrives peut-être à communiquer plus clairement tes besoins et tes limites. Et automatiquement, en fait, le système est obligé de s'adapter à ton nouveau comportement et ça peut totalement transformer une relation. Si je peux te donner un exemple, en fait, j'ai eu une personne qui avait commencé le programme S'ouvrir à l'amour et en arrivant, son objectif, c'était « Sandy, il faut que j'ai la force de quitter mon partenaire. » D'accord. Et j'encourage tout le monde à dire « Ok, fais tout ce que tu peux pour essayer de sauver cette relation parce que comme ça, en fait, tu pars sans regret. » Et donc, elle a identifié ces schémas et pour elle, la grande difficulté, c'était la communication de ses besoins et de ses limites. Elle n'était pas claire, ou elle demandait peut-être que le 20% de ce qu'elle voulait, ou elle ne disait rien, puis d'un seul coup, c'était la cocotte minute. Et donc, c'était son principal objectif. Donc, elle a fait le bilan. Elle a travaillé pour désactiver ces mécanismes par le corps. Donc ça demande vraiment de venir en cabinet. Et, il y a une manipulation derrière. Et il y a une manipulation. Ouais, ça ressemble à de l'ostéopathie viscérale. J'en ai grandement besoin. Oui, voilà. Il y a un peu de l'activation. Ouais. Et après, en fait, la troisième étape, c'est vraiment d'apprendre le comportement qui a été difficile à mettre en place à cause de ces schémas. Et elle, eh bien, d'abord, elle a dû clarifier ses besoins parce qu'elle s'est rendue compte qu'elle communiquait des choses tellement générales. Je voudrais que tu montres que tu m'aimes. C'est un peu difficile pour quelqu'un de comprendre, oui, mais comment c'est abstrait. Ouais, c'est abstrait, c'est pas concret. Donc, elle a vraiment fait cet effort, de clarification vis-à-vis d'elle-même et ensuite de communiquer de la manière la plus propre, la plus non violente possible pour que l'autre ne soit pas sur la défensive, mais plutôt sur l'écoute. Et au fur et à mesure, elle est venue en retour en me disant « Mais c'est facile, en fait. » Ah, c'est que ça. C'est que ça. Et ce qui est très rigolo, c'est que son partenaire lui a dit « Mais qu'est-ce que tu as fait ?» Parce que alors... T'es vraiment totalement différent. Elle lui avait pas dit qu'elle était passée dans ton cabinet, quoi. Elle lui avait pas dit. Et ce qui est rigolo, c'est que les habitudes qu'elle a mis en place pour elle, automatiquement, son partenaire a commencé à faire de même. Il y a un mimétisme naturel. Il y a un mimétisme et c'est le beau du couple, en fait. On apprend l'un de l'autre. Au même titre que quand il y a quelqu'un qui a un tic de langage, on va se mettre à le prendre. Oui. Et ben, ça peut être aussi pour des trucs hyper positifs et vertueux, quoi. Oui. Et si bien qu'à la fin des 5 mois, elle n'avait aucune raison de quitter son partenaire. C'était clarifié. Donc, ce que ça met en exergue, je trouve, c'est aussi un mécanisme de fuite. Tu disais que les gens ont plein de réactions différentes. C'est quoi la réaction principale, générale, que les gens ont? C'est la fuite ou pas forcément? Alors, en termes de système nerveux, en fait, tu as 4 types de réactions. Tu as la réaction du phoning, donc c'est le people pleasing. C'est la personne qui va détecter ce que l'autre a envie d'entendre, envie qu'on fasse. Et ça peut aller jusqu'à un point extrême, c'est-à-dire que la personne n'a même pas besoin de demander, qu'on va automatiquement apporter le masque que l'autre veut recevoir de nous. Donc on va avoir un peu... on va pas se montrer sous son vrai angle. On se travestit. On va se travestir, oui, pour faire plaisir à l'autre. Ça, c'est la première réaction. La réaction de fuite. Ça, on est sûr. On quitte les relations avant où on n'ose pas aborder les sujets difficiles. L'attaque. D'accord. Quand on explose en surdimension, quand on n'arrive pas à contenir sa colère, ça, c'est l'attaque. Et le dernier, c'est la sidération ou le figement. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a un problème, mais on n'arrive pas à passer à l'action, on procrastine. Donc, c'est typiquement les personnes qui n'arrivent pas à quitter leur partenaire. Oui, mais qui deviennent négligents et qui laissent la relation... Voilà. Et encore une fois, ce n'est pas un manque de volonté, c'est vraiment que vous êtes dans un état physiologique où le corps, en fait comme un frein brutal. Donc, il y a un vrai manque d'énergie. Quitter la relation, ça peut paraître comme étant une montagne.
Ça peut être aussi des personnes qui se coupent de leur ressenti. C'est-à-dire que elles ressentent même plus si la relation elle est bien ou pas, ou elles vont peut-être... C'est un pilote automatique. c'est quoi. un pilote automatique. Ah bah, de toute façon, ça changera pas. Ça sert à rien que j'essaye même d'aborder le sujet. Ça, c'est les 4 types de réactions qu'on peut avoir. Et dans la réaction de fuite, souvent, c'est ce que j'appelle le syndrome Disney. C'est toutes les projections. C'est-à-dire, quand on rencontre quelqu'un et qu'on s'imagine déjà être en couple, on a déjà le nom des enfants, on s'imagine marié. L'enfer. Et souvent, en fait, ce syndrome de fuite qui peut arriver très tôt dans le processus de rencontre, dans les 2-3 premiers rendez-vous, il peut être très dangereux parce qu'il peut nous couper de notre jugement, c'est-à-dire qu'on ne voit plus la personne comme elle est, Mais ce qu'on projette. mais ce on qu'on la veut. voit avec nos lunettes Disney. Donc, ils se marièrent, ils eurent beaucoup d'enfants, et ça peut créer énormément de souffrance, en fait. C'est hyper intéressant. Donc toi, tu accompagnes des gens. Est-ce que parfois, tu reçois leurs partenaires, entre guillemets, les victimes, enfin les dommages collatéraux, j'ai plus envie de dire, parce que, encore une fois, c'est pas volontaire. Ça t'est arrivé de faire ce travail-là d'écoute auprès des gens qui, au quotidien, sont avec des personnes qui ont ces dysfonctionnements? Oui, alors j'ai en fait tout le monde qui vient. Donc, à partir du moment où la personne se rend compte qu'elle est dysfonctionnelle et qu'elle a envie de faire un travail, ou les personnes qui sont victimes de ça. Et j'ai de plus en plus en fait de couples qui viennent. Il n'y a pas si longtemps dans mon podcast S'ouvrir à l'amour, en fait, il y a un couple qui parle de leur accompagnement. Donc, ils étaient vraiment en mode crise, on ne se comprend pas, toujours en train de s'énerver. Et puis, ils étaient parfois dysfonctionnels l'un envers l'autre. Hein. On est souvent aussi toxique pour l'autre que l'autre est toxique pour nous. Et ce qui est beau, en fait, c'est que dans la relation, quand un commence à mettre Les bons un pied ingrédients. dans le changement, ça change automatiquement. Donc, oui, j'accueille les 2 personnes et mon but, en fait, ce n'est pas d'apporter un jugement, ce n'est pas non plus d'apporter au couple une solution ou un avis tel un juge ou un médiateur. Pour moi, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant que les personnes repèrent qu'est-ce qui les active, comment elles réagissent et comment elles ont envie de réagir. Et de faire ce réapprentissage par eux-mêmes. Parce que je pense que c'est ça qui va permettre au couple de continuer dans la durée. Ça fait 15 ans que je suis avec mon mari. On est passé par des crises, on est passé par des conflits. Et c'est un peu comme un muscle à muscler. Ouais. C'est une capacité d'avoir des conversations difficiles, une capacité de se montrer vulnérable pour que la personne comprenne qu'il y a des choses qui nous touchent plus que d'autres, il y a des choses qui sont Tout n'est pas rationnel aussi. plus difficiles pour nous de mettre en place. Moi, par exemple, j'ai énormément de mal quand on est fâché à revenir vers mon mari et à passer, à tourner la page, alors que lui, qui a un attachement beaucoup plus sécure que moi à la base, je vois qu'il est beaucoup plus capable de ça. Et c'est finalement cet apprentissage. Le but, en tout cas dans mes accompagnements, c'est de donner les outils pour que les personnes, en fonction des situations, puissent trouver leur réponse. En fait, ça évolue tout le temps. C'est du cas par cas, clairement. C'est du cas par cas et avec les bons outils, ça arrive à s'adapter finalement à tous les cas. Tu parlais des schémas tout à l'heure. Il y en a combien? Alors, approximativement? Je dirais qu'il y a autant de schémas que de personnes, mais si je devrais catégoriser, et j'en parle dans mon livre, pour moi, il y a vraiment 4 grandes catégories de schémas. Ouais. La première catégorie, c'est le non-alignement, c'est-à-dire quand tu veux quelque chose, mais que tu dis, tu fais et tu réagis d'une autre manière. Donc, par exemple, si tu dis que tu veux une relation sérieuse, mais que tu acceptes que des flirts ou des histoires sans lendemain, c'est pas cohérent. C'est pas cohérent. C'est cette incohérence-là. Quand tu as un besoin, mais que tu le communiques pas, ça c'est aussi le non-alignement.
La deuxième catégorie, c'est le cran au-dessus du non-alignement, c'est ce qu'on appelle l'absence de limite. C'est-à-dire que cette incohérence, j'aime bien aussi l'appeler cette auto-trahison, Ouais. elle a duré tellement longtemps que tu ne sais plus ce que tu veux. Tu ne sais plus ce qui est bon pour toi, ce qui est mauvais pour toi. Et par conséquent, quand tu n'as plus cette sensation-là, et c'est vraiment en termes somatiques, c'est souvent des personnes qui vont trop travailler, être dans le trop. En fait, t'es spectateur de ta vie, quoi. T'es à côté. Et oui, Ouais. parce qu'il y a cette limite somatique qui est vraiment plus là, tu ressens vraiment plus. Et donc, ces personnes-là qui n'ont plus de limite vont automatiquement aller dans des relations qui sont plus abusives, qui sont plus toxiques, parce qu'elles ne se rendent pas compte tout de suite que c'est abusif ou c'est toxique. Ça, c'est la deuxième catégorie. La troisième, c'est la difficulté avec les situations de non-contrôle ou d'inconnu. Et en début d'une relation, la grande chose qu'on ne peut pas contrôler, et dans le reste d'une relation d'ailleurs aussi, c'est l'autre. Mais il y a beaucoup d'inconnus en début de relation. Est-ce que la personne m'aime ? Est-ce qu'elle a envie de s'engager avec moi ? Est-ce qu'elle voit d'autres personnes, etc. C'est un risque, finalement, C'est un risque. de commencer une relation, de tomber Exactement. amoureux. Et donc, pour les personnes qui ont cette troisième catégorie, le début de la relation, ça va être un vrai challenge. En fait, elles vont être vraiment en hyper vigilantes. Elles vont avoir aussi tendance à vouloir vite savoir. Et ça va créer souvent l'automatisme de « Ouh là, mais elle essaye de me contrôler, de m'étouffer ». Ça peut faire peur, Ouais. clairement. Sauf si c'est deux personnes qui sont pareilles, éventuellement. Alors, si c'est deux personnes qui sont avec le même schéma, elles vont pas avoir ce problème au début, mais peut-être 2-3 années plus tard. Et vraiment, c'est ce challenge de comment je réagis face aux choses que je ne peux pas contrôler. Ça, c'est souvent des personnes qui ont vécu des chocs dans leur enfance, des situations, des retournements de situations. Et c'est vraiment difficile à gérer. Moi, je donne souvent cet exemple d'une coachée qui a eu une naissance vraiment difficile. On lui a appuyé sur le ventre pour qu'elle sorte plus rapidement. Et donc, du coup, elle avait en fait sans arrêt peur que le pire puisse arriver. Donc, c'était des pensées, des ruminations dans sa tête. C'était vraiment lourd à porter. Et ça, c'est la troisième catégorie. Et la dernière ? Et la dernière, c'est le rejet de soi et de son existence. Donc, c'est plus dans le sens de l'amour, c'est pas pour moi. Ouais. Je mérite pas. Il y a quelque chose qui cloche en moi. Pourquoi les autres y arrivent et moi pas ? Tout ce qu'il peut y avoir avec je suis trop grosse, trop vieille. Alors, je parle au féminin, mais ça concerne aussi les hommes. Je suis pas assez ou trop. Et en fait, on pense que comment on est ou qui on est, on n'arrive pas à aller dans le lien. Ouais, à rentrer dans les clous et que tout est notre faute. Exactement. Donc, ça peut être des personnes qui n'ont pas été désirées à la naissance ou leurs parents voulaient un garçon et c'est une fille. Ça peut être des personnes qui ont été beaucoup rejetées à l'école et donc qui vont penser « Ah ben non, comme je suis, ça ne marchera pas ». Toutes les personnes qui ont été victimes de racisme, aussi toutes les personnes selon leur orientation sexuelle qui ont été rejetées à cause de ça. Ouais. C'est souvent des blessures profondes parce que ça, c'est en lien avec notre identité. En fait. Oui, ça touche à notre intégrité. Ouais. C'est fou. Je trouve qu'avec le panel des 4 schémas dont tu as parlé, beaucoup se retrouveront. Est-ce que finalement, ça touche pas tout le monde, ces schémas ? Ou il y a des gens qui sont épargnés ? Est-ce que tu aurais une stat éventuellement à avancer ? J'ai une statistique, on dit qu'il y a à peu près 50% des personnes qui ont un attachement sécure. Eh merde. Voilà. Je pensais que tu allais me dire 99% des gens sont là-dedans, mais non. Mais je trouve... Alors moi, j'ai été positivement surprise. Ah, d'accord. Bon, peut-être parce que les gens qui viennent à moi ont plutôt un attachement insécure, mais c'est à peu près, c'est 50% ont un attachement sécure
Et ensuite, dans les différentes catégories d'attachement insécure, c'est les autres 50%. La bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas dans le marbre. C'est-à-dire que quelqu'un qui a un attachement sécure peut avoir plus de sécurité dans son attachement, justement par le travail qu'il fait. D'accord, c'est intéressant. Donc, de ce que je comprends, c'est qu'il y a un lien entre les schémas que tu as énumérés et le type d'attachement qu'on va avoir avec nos partenaires. Oui. En quoi c'est corrélé? Alors, tu as 4 types d'attachements et tu peux vraiment les mettre en lien avec les états de ton système nerveux autonome. Donc, quelqu'un qui a un attachement sécure, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans la majorité de ses interactions, il va être dans l'état vagal ventral. Donc, l'état vagal ventral, c'est j'ai confiance que je peux être moi en relation. Je peux être authentique, j'ai pas besoin de jouer un rôle. Je peux avoir un avis différent. Je vais pas être rejetée pour avoir un avis différent. Je pars du principe que les gens me veulent du bien. Je pars du principe que les gens ont envie de s'engager avec moi dans le lien. Donc ça, c'est vraiment l'attachement sécure. Ensuite, il y a l'attachement qui est anxieux ambivalent. Ça correspond plus à l'état sympathique de notre système nerveux. Ça veut simplement dire que c'est quelqu'un qui a cette tendance à marcher sur des œufs. Est-ce que je dois partir et fuir ou est-ce que j'attaque parce que je sens qu'il y a un potentiel danger? Ensuite, il y a l'attachement évitant. Ça correspond à l'état dorsal de notre système nerveux. C'est l'état où je préfère m'éloigner parce que j'ai compris, me protéger, parce que j'ai compris que les autres, je ne peux pas compter sur les autres. Donc je mets cette espèce de, soit cette distance physique en m'éloignant, soit cette barrière, c'est-à-dire je me coupe de ce que je ressens à l'intérieur pour ne pas souffrir. C'est encore une fois un moyen de protection. Et ensuite, l'attachement désorganisé, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement que la personne, elle passe entre l'état sympathique et l'état dorsal et elle l'alterne. Ça, c'était mon attachement à moi. Et c'est souvent l'attachement drame. Donc, les hauts, les bas, le chaos, les telenovelas, tout ce que vous voulez. C'est challenge. Du coup, en fait, on peut quand même... Tout à l'heure, je t'ai posé une question sur le fait on peut être sécure et pas forcément avoir des relations idéales. Ben oui, parce que en fait, l'attachement sécure, ça ne veut pas dire que on a 100% de réussite dans nos relations. Ça veut dire qu'on accepte aussi qu'une relation prend fin, qu'une relation ne nous permet plus de nous épanouir ou de grandir ensemble, que nos chemins vont dans 2 phases de vie différentes et c'est aussi OK en fait. Et quelqu'un qui a un attachement sécure va pas tout remettre en question de soi ou de lui parce qu'il se sépare d'une relation. Ouais. C'est aussi cette capacité de se séparer en bons termes, de dire j'ai une belle phase de vie avec toi, j'ai vécu une magnifique relation avec toi, mais je pense que pour l'avenir, c'est mieux qu'on fasse chemin à part. Et qu'est-ce que tu penses de tout ce qui touche à la compatibilité amoureuse? Est-ce que pour toi, c'est bullshit ou il y a vraiment quelque chose... Je sais qu'il y a souvent 2 voix, ceux qui disent « Ah, il faut quand même avoir des critères » et ceux qui disent « Non, il faut se laisser aller à la relation et à ce qu'on ressent ». Moi, je dirais qu'on a une tête et on a un cœur qui sont 2 centres extrêmement importants de notre être humain et que ça serait plutôt pas mal d'utiliser les 2 pour choisir nos partenaires. Pourquoi? Comme je vous ai dit, le cœur, cette attirance, elle peut être influencée par nos schémas. Donc si on a des schémas qui sont plutôt négatifs, ça peut avoir une sélection en fait qui est peut-être pas idéale. Par contre, ça peut avoir aussi l'avantage que ces papillons vont choisir des personnes qui ont les modèles positifs qu'on a enregistrés. Donc, il faut considérer les 2. Et la tête, en fait, les critères, pour moi, c'est pas d'avoir la checklist à rallonge, mais c'est d'avoir les 5-6 valeurs ou critères non négociables qu'on a envie de retrouver chez notre partenaire. Et pourquoi c'est important? Parce que
un couple qui s'inscrit dans la durée, Il faut qu'il soit aligné sur ses piliers. il y a des piliers qui font que on va rester ensemble, même quand il y a un peu de tempête, même quand il y a un peu de difficulté, et avoir une base avec des valeurs communes, ça facilite en fait. L'Institut Gottman, qui fait beaucoup de recherches sur le couple, qu'est-ce qui fait durer le couple, dit qu'on a 69% de nos problèmes qui sont insolvables. Donc ça veut dire qu'on va avoir besoin d'avoir pas mal de conversations au sein du couple. Et si on a des valeurs communes, eh bien, ça aide beaucoup pour quand même trouver des valeurs ou des piliers où on peut se retrouver sur ces points-là. Si on connaît, d'ailleurs, si on a fait le travail de s'interroger sur qu'est-ce qui est fondamental pour moi, qu'est-ce qui est non négociable, où sont mes limites, Oui, ça passe par se connaître. Ouais. Ça passe par connaître quelles sont les valeurs, pas seulement que je veux, mais que je vis. Et que je porte. Et que je porte en moi, pour pouvoir trouver celle avec qui on aura une meilleure compatibilité, oui. Hyper intéressant. Tu parlais de... J'ai plein de questions. Tu parlais de schémas amoureux, de les déprogrammer avec tes coachés. Est-ce que tu as un exemple d'un déclic auquel tu as pu assister, où c'était vraiment drastique, quoi? Peut-être un où tu disais, franchement, on part de loin. Et il y a eu un déclic qui a fait que sa vie s'est transformée. Oui, je vais te donner l'exemple d'un homme coaché. Pas mal, ouais. Qui est arrivé, alors il a été envoyé par une copine qui avait été déjà coachée par moi. Il n'est pas forcément venu de sa pleine volonté, si je veux dire ça comme ça. Il avait été quitté après 10 ans de relation de manière très brutale. La personne est partie comme ça du jour au lendemain. Pour lui, en fait, ce qui a été l'énorme déclic, c'est de comprendre l'impact corporel, en fait. Quand il est arrivé, en fait, il avait vraiment beaucoup d'angoisse, beaucoup de crises d'angoisse, énormément de chaleur au niveau de la poitrine, et c'était vraiment bloqué. En fait, on aurait dit un morceau tout dur ici. Et il ne comprenait pas, en fait, pourquoi c'était aussi physique que ça. Et quand on est allé chercher dans son passé, on est revenu sur un événement où sa maman avait fait ses bagages, était partie de la maison familiale comme ça, sur un coup de tête. Et en fait, c'est ce qu'il avait répété. Et en fait, il a compris pourquoi il répétait ça dans ses relations. Automatiquement, il mettait un petit peu ses besoins, ce que lui était vraiment important pour lui, de côté, par peur que la personne parte. La personne parte. Et en fait, c'est ce qu'il a répété après 10 ans. Et donc, pour lui, ce qui a été vraiment le déclic, c'est qu'il s'est rendu compte que ça impactait même le choix de ses partenaires, en fait. Il ne s'était pas autorisé à avoir des critères, à avoir quelle personne était vraiment compatible avec lui ou pas. Et ça a totalement transformé, en fait, le type de partenaire qu'il a recherché par la suite à ça. Et ce n'était pas quelque chose qu'il avait du tout conscience, en fait. Et est-ce que, du coup, le fait de se forcer... Bon, imaginons qu'on a tendance à tout le temps être avec le même type de personne. On a conscience que ça ne marche pas. Factuellement, la relation ne fonctionne pas. Est-ce que se forcer à aller chercher un autre profil, ça peut être une issue? Ça peut être une solution. Moi, je l'ai aussi tenté. Le problème, c'est que on ressent peut-être pas forcément des papillons ou de l'attraction. Et donc, le risque que ça peut avoir, c'est que tous les 2-3 mois, on doute. Ouais. Tous les 2-3 mois, on se dit « Ah, mais est-ce que c'est vraiment la bonne personne ?» Et honnêtement, je pense que l'attirance, l'attraction, c'est aussi ce qui différencie nos amis de nos amants, de nos partenaires. C'est le moteur de la relation, quoi. C'est le moteur de la relation. Mais en effet, c'est une possibilité. L'amour peut aussi se construire gentiment, progressivement. Personnellement, moi, j'ai préféré faire un travail sur mes schémas parce que j'avais envie du feu d'artifice, quoi. Donc, mais c'est un point de vue.
C'est drôle parce que j'ai eu pas mal de conversations comme ça avec des amis, notamment garçons, qui disaient, bon, c'est pas folichon, mais ça va être une super maman. Et on revient à cette histoire de sujet entre la tête et le cœur, c'est de se dire, ok, bah, si mon seul moyen de construire, bah, c'est de me tourner vers des relations qui sont peut-être un peu plus apaisées, même si elles me font pas vibrer, qu'est-ce que t'en penses? Alors, pour moi, je pense que l'amour, il y a toutes les phases de l'amour. Et l'état amoureux où on pense à l'autre, on a envie d'être à l'autre, je trouve personnellement que ça serait dommage de ne pas le vivre parce qu'on ne travaille pas sur ces schémas. Par contre, des fois, ce qui peut être difficile aux personnes de reconnaître, c'est quoi la différence entre l'amour, donc l'attraction, l'amour et l'attachement traumatique. Quand on a un attachement insécure, on peut être attiré par des émotions très intenses. Donc, des hauts très hauts, où on est super amoureux, on ressent vraiment une accélération du rythme cardiaque. C'est intense, c'est magique, on a l'impression d'avoir des ailes. Et de tomber amoureux hyper vite, d'ailleurs. De tomber amoureux très vite et des bas très bas. Ça, c'est pas le sentiment de l'amour. Ça, c'est l'état sympathique qui a beaucoup d'énergie. Et c'est par contre un état de stress. Ce n'est pas c'est énergivore, en fait. C'est surtout. énergivore. Ouais. Et cet état-là, ce n'est pas de l'amour et ce n'est pas juste un peu le feu d'artifice de l'attraction. C'est vraiment un attachement traumatique. Donc, pour distinguer est-ce que c'est de l'amour ou est-ce que c'est cet attachement traumatique, la question à se poser, c'est quoi l'enjeu? Est-ce que j'ai peur de perdre la personne? Est-ce que je vis beaucoup les hauts parce que je ne sais pas quand va être le prochain bas? Et si c'est le cas, c'est que c'est traumatique? C'est de l'attachement traumatique, c'est un schéma. Et souvent, les personnes qui ont ce besoin-là, elles doivent réapprendre, en passant par le corps, en passant par leurs sensations, de différencier ça, de différencier quand est-ce qu'elles sont activées dans cette émotion-là et quand est-ce que c'est de l'amour et de l'attraction. Bien sûr, ça fait aussi partie de l'amour et que c'est pas, par contre, un schéma qui montre de l'insécurité. Parce que quand il y a de l'amour, on est aussi bien, on se sent comme une cerise sur le gâteau, c'est-à-dire qu'on est bien avec l'autre, mais on est bien avec nous. On ne privilégie pas la relation avec l'autre. Tout ne repose pas sur l'équilibre du couple. Tout ne repose pas sur « il faut que ça marche ». Le « il faut que ça marche », c'est un enjeu. C'est un attachement traumatique. Quand on est dans la relation avec cet état de sécurité, c'est « j'adore être avec toi ». Je grandis avec toi, c'est un positif pour moi, mais je suis aussi avec moi. Et si ça ne correspond plus à ce que je recherche, eh bien, je me sépare de toi. Oui. Ça ne veut rien dire sur moi, ça ne veut rien dire sur toi. C'est pour le mieux de nous deux. Quelle sagesse. Et oui, ça m'a pris quelques années quand même. Et c'est ça la différence, en fait. Et on peut être attiré envers cette personne sans forcément avoir « il faut que ça marche, il faut que ça soit ». On ressent de l'attirance, mais on ne ressent pas le besoin d'eux. C'est génial comme explication. Du coup, on parle. Moi, j'ai le sentiment que tout le monde se prétend dépendant affectif. Enfin, tout le monde, non, mais beaucoup de gens. Pourquoi est-ce qu'il y a cette vague de. C'est comme les pervers narcissiques. En fait, tu as des termes qui reviennent de plus en plus souvent dans la société. À quoi c'est dû? Est-ce que c'est pas de la désinformation, finalement? Alors, c'est toujours un danger de se mettre avec une étiquette. Parce qu'après, c'est plus dur de sortir de cette étiquette. Par rapport aux pervers narcissiques, par exemple, personnellement, je n'en parle pas beaucoup sur mon podcast et dans mon accompagnement parce que ça correspond à vraiment un faible pourcentage de la population qui a vraiment le type de pervers narcissique. La plupart du temps, on rentre dans des relations dysfonctionnelles, toxiques, où on prend à tour de rôle le rôle de la victime. On est des fois le bourreau, on est des fois le sauveur. Et ça, heureusement,
on peut s'en sortir simplement en prenant conscience du rôle qu'on prend et en arrêtant de jouer ce rôle. Pour jouer, il faut être deux. Donc, quand un arrête, ça arrête automatiquement le fonctionnement dans la relation. La dépendance affective, je pense qu'elle est de plus en plus communiquée et que les gens ressentent beaucoup plus, se reconnaissent en fait beaucoup plus dans cette définition-là. Pourquoi ? Tout simplement parce que dans notre environnement actuel, dans les relations actuelles, il y a de plus en plus de dérégulation du système nerveux. Et quand il y a dérégulation, il y a état d'insécurité. Et l'état d'insécurité, c'est exactement ce que les gens définissent par la dépendance affective. Alors que ça peut être sous d'autres formes. En vrai. Alors qu'il y a plein d'origines en fait différentes. Donc globalement, qu'est-ce que c'est la dépendance affective ? C'est la peur de perdre le lien. Et qu'est-ce que je fais pour perdre qu'est-ce que je fais sous cette peur-là ? Soit je m'adapte complètement à l'autre, soit j'ai l'impression que je ne peux pas vivre sans l'autre, soit j'ai l'impression que je marche sur des œufs. On en revient au schéma dont tu parlais tout à l'heure. Exactement, en relation. Et finalement, c'est je me sens en insécurité dans le lien et j'ai l'impression que je n'ai pas le droit de compter sur ce lien. Le lien n'est pas sûr. Et pour ces personnes-là, c'est tout simplement de réapprendre la dépendance saine, où je me sens en relation avec l'autre, j'ai le droit de demander des choses à l'autre, c'est normal. Je sens que je peux compter sur l'autre, qu'on fait partie de la même équipe. Ouais. Et ça, c'est un réapprentissage, heureusement, que tout le monde peut faire. En fait, c'est fou, mais ce que je disais au début du podcast, c'est que c'est de plus en plus compliqué de créer des relations durables, saines. En fait, ça fait écho à la société aujourd'hui. Selon toi, c'est quoi les sources ? Qu'est-ce qui fait que ça devient aujourd'hui aussi compliqué ? Pourquoi les gens se consomment et se jettent ? Est-ce qu'il y a des raisons apparentes selon toi ? Je dirais qu'il y a de plus en plus on est de plus en plus hyper connectés, mais moins dans la qualité. C'est-à-dire que avec les réseaux sociaux, on peut être connecté à plein de personnes sans vraiment prendre le temps d'être en lien avec ces personnes, de savoir ce qu'elles vivent vraiment. Regarder le Instagram feed de nos amis n'en dit rien sur comment ces personnes se sentent dans la vie. Et comment elles se lèvent le matin, elles se couchent le soir. Exactement, et ça crée de plus en plus de solitude. C'est-à-dire que les gens sont de plus en plus isolés et l'engagement social, c'est comme un muscle à travailler. Notre branche vagale ventrale a besoin d'entraînement. J'ai écouté un épisode de Vlan récemment qui expliquait qu'entre les années 70 et maintenant, le nombre d'invitations chez les amis, aux États-Unis par exemple, c'était une statistique de là-bas, avait diminué de 45%. C'est énorme. Ouais. Donc, comme les gens se voient sur les réseaux sociaux, ils partent du principe que c'est même plus nécessaire de se voir en vrai. Et donc, moins de rencontres amicales, moins de rencontres amoureuses, plus de difficultés à se rencontrer. Ça, c'est une première étape. Et puis, je dirais aussi, peut-être justement par cette facilité de connexion et que ça peut se faire très rapidement, on minimise le temps que ça prend de rencontrer quelqu'un, mais de rencontrer quelqu'un de cœur à cœur. On devient paresseux, en fait. Prendre conscience qu'en effet, c'est normal. Moi, j'avais fait un épisode sur comment se faire des amis, parce que c'est vraiment la porte à la rencontre avec d'autres modalités, de faire cet effort, en fait, d'aller et de prendre le temps de rencontrer la personne avant de se faire une idée, de dire non, cette personne, j'ai pas envie de continuer avec elle. Ça prend un certain temps. On peut pas minimiser ce temps-là. Et de s'intéresser vraiment. Tu sais, le réflexe des gens quand ils se disent bonjour, c'est de dire ça va. En fait, on s'en fout si l'autre va bien et on écoute très peu la réponse et la réponse est très peu sincère souvent. Et je trouve que ça illustre très bien ce côté assez en surface aujourd'hui des relations qu'on peut avoir. Ouais. C'est en effet un muscle à travailler. C'est aussi un moyen de protection. Moins tu en racontes sur toi, moins ça peut se retourner contre toi.
et l'exercice de la vulnérabilité, de s'ouvrir un petit peu plus. Il faut se mettre tout nu dans la rue? Non, c'est progressif. J'ai d'ailleurs un outil dans le livre que je peux vous expliquer là. Ça s'appelle le 15% de vulnérabilité. Avec plaisir, ouais. Ça permet justement d'aller progressivement dans la rencontre de l'autre. Donc, la vulnérabilité, c'est contextuel, c'est-à-dire que je me sens capable de dire certaines choses à toi, Marion, au vu de notre niveau de connaissance. Et si je veux entraîner ma vulnérabilité, je peux me poser la question, quel serait le 15% de plus que je peux expliquer à Marion pour pouvoir montrer un petit peu plus de moi dans mes doutes, dans ce qui est difficile. Alors, par exemple, je pourrais te dire que j'avais le stress. J'ai emmené mon fils avec moi de savoir est-ce qu'il va être sage, est-ce qu'il va bien se comporter. Ça, c'est un petit peu plus de moi que je n'aurais peut-être pas forcément raconté comme ça naturellement. Et entraîner ce muscle, ça va avoir 2 avantages. C'est déjà de ressentir le risque qu'on prend à être vulnérable, parce qu'il faut du courage pour être vulnérable, de ressentir qu'est-ce que ça fait en moi quand je m'expose un petit peu plus. Et ça procure pas finalement que du bien? Ça crée un certain stress, une certaine peur. Ça a bien sûr un lien avec notre passé. Mais de l'expérimenter, ça permet de petit à petit augmenter notre marge de manœuvre. Et puis le deuxième cadeau, c'est de voir qu'est-ce que ça fait quand j'explique un petit peu plus de moi vis-à-vis des choses un petit peu plus intimes. Et c'est là, en fait, quand l'autre attrape cette balle de vulnérabilité, que le lien se crée. Ah bah écoute, je te comprends, je sais pas, j'ai aussi dû courir ce matin, j'étais en retard, j'avais le mal quelque part. Et c'est comme ça qu'on crée des vraies relations, en fait. Tu sais que nous, on lance une application de rencontre. Le but n'étant pas d'en lancer une énième, mais vraiment de la repenser et de l'axer autour de cette connaissance de soi, le bien-être. Je pense que c'est un gros challenge. Qu'est-ce que tu penses déjà des applications de rencontre en général? Et est-ce que tu penses que notre mission est possible? Oui, alors moi j'ai un avis positif sur les applications de rencontre. Je trouve qu'elles sont une vraie opportunité de rencontrer des personnes qui nous correspondent plus. C'est pas une statistique objective, mais le 90% de mes coachés qui sont maintenant mariés, qui ont des enfants ou des relations longues, épanouissantes, ont rencontré leur partenaire grâce aux applications. Et je trouve en fait que dans votre approche, le fait qu'un ami intervienne, ça permet d'enlever ce problème de cristallisation, c'est-à-dire où des fois, et on le fait tous sur Instagram, on se décrit peut-être d'une manière qui est très sympa, mais qui ne nous correspond pas forcément, alors qu'un ami va avoir une vue beaucoup plus objective, peut-être voir des qualités en nous qu'on ne voit pas. Et je trouve que pour ça, en fait, votre concept est vraiment super. C'est gentil. En fait, ça peut aussi permettre d'aller un peu plus loin, d'aller dans les 15% dont on parlait ensemble tout à l'heure, et que ce soit peut-être plus authentique. Ça, c'est le challenge. On a aussi cet autre volet avec des coachs dont tu fais partie. Nous, on a vraiment pour volonté d'acculturer les gens à la pertinence de potentiellement aller voir des coachs. Donc, c'est aussi tout l'objectif de ce podcast. Donc, en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que Sandy fera partie de l'aventure et que vous aurez l'occasion de pouvoir suivre des coachings en e-learning avec elle. Et pourquoi pas, on pourra en discuter en vrai, à voir, parce que là, aujourd'hui, tu exerces en Suisse. Exactement, je fais tout à distance, en fait. Mais tu cherches des confrères qui seraient susceptibles de prendre le relais dans d'autres villes? Oui, pour la partie corporelle, je cherche des ostéopathes ou des kinés qui voudraient être formés aux approches pour pouvoir accueillir les gens dans différentes villes, Paris ou autres. Génial. Le fait de déprogrammer nos schémas amoureux, c'est quelque chose qui se fait en plusieurs étapes.
Est-ce que la partie corporelle, manipulation, elle est indispensable ou pas nécessairement? Moi, je la recommande toujours. À partir du moment où on sent qu'on a un schéma ancré, ça facilite en fait. Quand les peurs sont libérées, les mécanismes sont désactivés, ça enlève pas le travail de changer ses comportements, mais ça le facilite grandement. Euh, c'est assez, enfin, dans l'approche que je pratique, la personne a seulement besoin de venir une journée Ouais. pour aller désactiver les événements qui ont fait qu'on a ces mécanismes. Donc, il suffit de venir une fois et le reste de tout ce qui est psychocorporel peut se faire ensuite à distance. C'est simplement d'apprendre à utiliser notre corps, notre respiration pour arriver à recréer plus de sécurité. Euh, Combien de temps ça prend de changer? Est-ce que tu arriverais à nous partager une fourchette? C'est différent d'une personne à l'autre. Souvent, je fais un accompagnement de 5 mois pour que les personnes voient déjà des grands changements en fait dans leur comportement, qu'elles voient des améliorations. Il y a des personnes, au bout de 5 mois, elles partent d'une rupture et elles rencontrent quelqu'un et avec qui ça marche. Et ça va vite. Et ça va très vite. Il y a des personnes qui ont eu beaucoup d'expériences difficiles dans leur passé, qui sont très déconnectées de leur corps et après 5 mois, elles commencent à ressentir leur corps. Donc c'est une étape qui est énorme, mais peut-être que de l'extérieur, elles se disent « Ah, mais je voudrais déjà rencontrer quelqu'un ». Ça dépend de ce qu'on a vécu. Bon, Ça... ouais, vous l'avez quand même défini sur 5 mois pour que ce soit bien ancré Oui. et que ce soit pas superficiel. Oui, moi, je mesure vraiment l'efficacité de mon programme sur les progrès que les personnes font. Et mon but, c'est que les personnes, dans le moins de temps possible, arrivent au plus grand résultat. D'où l'efficacité dont tu parlais. Oui. Bah alors, la question à 1 million d'euros, est-ce que tu penses qu'on peut se guérir seul? Oui, c'est la répétition qui permettra de le faire. La régulation du système nerveux, on peut y arriver en se régulant dans le temps, en travaillant sur sa santé. On peut le faire seul, ça prend simplement un petit peu plus de temps, mais c'est possible. Bon, bah, ça fait 1 heure qu'on est en train d'échanger, Sandy. C'était un plaisir. Tout ce dont on a eu l'occasion de parler, bah, c'est extrêmement bien développé dans le livre « S'ouvrir à l'amour » qu'elle m'a ramené gentiment. Donc, n'hésitez pas à le découvrir et éventuellement aussi à échanger directement avec Sandy. Voilà. Oui, et si vous avez une petite question, n'hésitez pas sur mon Instagram, je réponds encore moi personnellement. Génial. Merci beaucoup. Au revoir.